Tous les grands dirigeants de l'Europe, ils ont tous disparu. Et maintenant, ils se moquent essentiellement de l'Europe. Qui avez-vous, en fait? Von der Leyen, Kallas. C'est franchement un spectacle d'horreur de dirigeants médiocres prenant de mauvaises décisions. Les grands dirigeants du passé, ils ont tous disparu. Et ce n'est absolument pas réconfortant, mais en 1989, à Fort McPherson, lorsque j'ai rejoint Colin Powell pour la première fois, il m'a fait une leçon à ce sujet, et il m'a dit, sans aucun doute, que cela allait arriver. Que l'Europe se retrouverait avec des dirigeants horribles. Oui, il venait juste de rentrer. Vous vous souvenez peut-être que son poste, avant d'être rappelé par Reagan, était celui de commandant du 5e corps dans le couloir de Fulda, là où les forces soviétiques en Allemagne devaient s'engouffrer. Il n'y a passé que 6 mois, mais Powell n'a jamais passé 6 mois quelque part sans aller à l'école. Et il a étudié de près ce qui se passait en Europe. Donc il devient d'abord adjoint au conseiller à la sécurité nationale, puis conseiller à la sécurité nationale. Ensuite, il part et devient commandant du Force Command. Je l'ai rejoint en avril 1989, et en moins d'une semaine dans son bureau, il me dit que ça va arriver. Il n'avait pas beaucoup de confiance dans la survie de l'OTAN, car il disait Mitterrand, Major, Thatcher, Kohl. Ils sont tous partis. Tu sais ce qui va les remplacer, Larry? Des gens sans conscience, des gens sans sens de la réalité, des gens qui n'ont pas été endurcis par une guerre qui a tué 100 millions de personnes, des gens qui croient contrôler leur vie mais ne le font pas, des gens qui pensent avoir un processus politique qui fonctionne, mais ce n'est pas le cas. Il a tout passé en revue, et à la fin, moi tout juste promu lieutenant-colonel, je ne savais pas quoi dire. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, vraiment. Puis j'y ai repensé plus tard, nous sommes revenus en discuter à plusieurs reprises, et il m'a convaincu qu'il avait raison. C'était à la même époque que nous avions des gens comme Bob Gates, oui, le chancelier de mon université aujourd'hui, l'auteur de Duty, l'excellent secrétaire à la Défense, qui l'appelait au téléphone pour lui dire de se taire, qu'il devait arrêter, que l'ours reviendrait, que l'Union soviétique n'allait pas disparaître. Nous sommes en 1989. L'Union soviétique n'allait pas disparaître. Tu devrais te taire. Tu es un général 4 étoiles. Tu n'as pas à dire des choses comme « Que fait le prédicateur quand le diable meurt ?» C'était sa phrase fétiche à l'époque. Et ensuite, quand les gens le regardaient et demandaient « De quoi parle-t-il ? Que fait le prédicateur quand le diable meurt ?» Il parlait de la disparition de l'Union soviétique, et nous étions le prédicateur. Je veux dire, cet homme était clairvoyant à bien des égards, et il avait prédit que l'Europe s'effondrerait. George Kennan a écrit quelque chose de similaire vers 1987, que si l'Union soviétique devait sombrer dans la mer, le choc serait trop grand pour la société américaine, car tout était construit autour de cette confrontation militaire. Non seulement sur le plan intérieur, dans l'économie, mais aussi dans les systèmes d'alliance de l'OTAN. Tout dépendait de l'existence de cette menace extérieure. Ainsi, à moins d'être prêt à entreprendre d'importantes réformes par la suite, renoncer au système d'alliance qu'est l'OTAN ou au complexe militaro-industriel, il faudrait trouver un nouvel ennemi assez rapidement, ou bien une autre catastrophe internationale. Mais je ne veux pas encore quitter ce sujet à propos de Colin Powell, car c'est plutôt fascinant. Je ne savais pas qu'il avait fait cette prédiction sur la chute de l'Europe dans ce sens. Mais peux-tu développer? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec le leadership? Comment pouvait-on prévoir que les dirigeants seraient aussi déplorables qu'ils le sont aujourd'hui? Parce qu'il y a 20 ans, nous avions encore quelque chose de qualité ici, mais ce n'est rien comparé à ce que nous voyons aujourd'hui. Je veux dire, les Merkel et les Macron, les Starmer, les von der Leyen,
je veux dire, Kaja Kallas est la responsable de la politique étrangère de l'UEMR. C'est une réalité étrange dans laquelle nous vivons. Mais comment pouvait-il prédire cela? C'est ma question. How could he predict this? This is my question. Well, I think a lot of it was Eh bien, je pense qu'une grande partie de cela venait de là. La toute première phrase de son livre, Mon parcours américain, nous l'avons longuement examiné, et Joe Persico, son co-auteur, peut vous en parler. J'ai trouvé cela brillant. Je me fie généralement à mon instinct. C'est ainsi qu'il a commencé ce livre. Or, son instinct concernant Saddam Hussein et les armes de destruction massive s'est avéré être un vrai problème pour lui. Personne n'est parfait. Mais son instinct lui disait qu'une fois la pression retombée, une fois ce vieil adage, tenir les Russes à l'écart, les Allemands sous contrôle et les États-Unis impliqués disparus, il n'y aurait plus de raison d'être pour l'OTAN. Et une fois l'OTAN en train de se désagréger, cela deviendrait un désastre aussi bien politique que militaire. Et l'aspect politique de tout cela serait encouragé et soutenu par des personnes qui, comme il le disait, et c'était une manière très parlante de l'exprimer, n'avaient aucune conscience de la guerre. Ils n'étaient pas, comme il le disait, les pieds dans la guerre, à la différence de François Mitterrand, Kohl et d'autres. Ils avaient 8, 9, 10, 11, 12 ans à peu près. Aucun de ces gens n'a jamais vu ce qu'était l'Europe quand elle n'était pas comme elle l'est aujourd'hui. C'était là son propos. Et il disait que le centre ne pouvait pas tenir dans une telle situation. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons immédiatement commencé à essayer d'amener les Européens à constituer une brigade de 3000 personnes, avec l'équipement, la formation et tout ce qui va avec, indépendante de l'OTAN, qui représenterait une identité européenne de sécurité, l'IES, et ils la géreraient eux-mêmes, et elle serait utilisée pour ce qu'ils voudraient en faire dans le cadre européen. Pensez aux Balkans, par exemple, et cela ne diminuerait en rien l'OTAN, ni ne ferait partie de l'OTAN d'aucune manière. Insignifiant. Une brigade de 3000 hommes, je veux dire insignifiant. Les Allemands ne pourraient même pas rassembler cela aujourd'hui, mais cela grandirait. Cela grandirait avec le temps. Cela deviendrait une division, puis peut-être un corps d'armée. Vieux jargon, vous savez, les termes à l'ancienne pour parler de l'armée ou des forces armées. Et elle aurait ses avions, et elle aurait sa base industrielle, et tout le reste. Et lentement mais sûrement, peut-être sur une période de 25 ans, l'OTAN disparaîtrait et l'Europe assumerait sa propre identité sécuritaire. Elle serait efficace, bien entraînée, bien approvisionnée par ses propres fabricants d'armes, et ainsi de suite. Ah, devine ce que disaient Lockheed Martin et les autres quand Powell leur parlait en privé de ce genre de choses. Oula, homme dangereux, il faut s'en débarrasser, tu vois, parce qu'il parlait de la même chose que Eisenhower en 1952 ou 1953, je crois, quand il s'est adressé à l'Association des rédacteurs de journaux américains et a dit « C'est l'humanité suspendue à une croix de fer, cette guerre froide bénie par Dieu. Nous voulions en sortir et nous voulions que l'Europe en sorte aussi. Mais comme il l'a dit, il existe une force de base en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Parce qu'on ne peut pas être désarmé. On ne peut pas se démobiliser. L'Europe ne peut pas se démobiliser. Nous ne pouvons pas nous démobiliser. Mais nous pouvons construire cette force de base pour nous deux. Allons-y. Nous aurons la nôtre. Merci beaucoup. Et vous aurez la vôtre. Et au fait, nous ne voulons plus d'armes nucléaires dans le monde. Alors nous vous offrirons notre parapluie nucléaire. Nous vous protégerons. Nous maintiendrons l'article 5 si vous le souhaitez, en ce qui concerne les armes nucléaires. Nous pouvons trouver un arrangement. Tout cela a disparu avec Bill Clinton. Absolument tout a disparu avec Bill Clinton. Ce n'est pas parti avec son deuxième secrétaire à la Défense, Bill Perry. Bill Perry allait tout le temps à Moscou, essayant de le ressusciter, d'y redonner vie et d'amener la Russie à en faire partie.
Cela n'a pas marché. Bill est parti. Mais Bill, le Bill, n'a pas ri. But Bill, the Bill, didn't laugh. The Bill that with his wife just refused Bill, to testify qui avec sa femme in Congress. vient de They're refuser not de worried témoigner about devant le anything Congrès. associated with Ils ne s'inquiètent pas de the quoi que ce law. soit lié à la They're loi, worried about their own ils s'inquiètent pour leur reputation. propre Bill is réputation, heavily involved in the parce que Epstein Bill est fortement impliqué which, dans by the l'affaire way, Epstein, isn't even qui, remotely soit dit en passant, n'en est même pas là où elle devrait être aujourd'hui. Bondi, Bondi, Trump, they're all ils ne respectent même pas ce que le Congrès leur a ordonné de faire, au minimum. Et ce Congrès à majorité républicaine ne leur a pas demandé grand-chose, mais il leur a bien demandé de faire quelque chose, et ils n'ont rien fait. Il y a des centaines de milliers de dossiers qui n'ont pas été révélés, et Bill Clinton est en plein dedans. Je vous le garantis. Je vous le garantis. And Bill Clinton is right there. Guarantee you. Guarantee you. On this failure, Mais à propos de cet échec de l'Europe, est-ce pour cela qu'elle est tellement dépendante de la guerre en Ukraine? Que si la guerre se termine, surtout à des conditions favorables, l'Europe ne pourrait pas vraiment y survivre. Je suis désolé, c'est la première fois que j'entends parler de cette prédiction de Colin Powell. Oui. Well, there wouldn't have been any Ukraine if we'd have gone along Eh bien, with what we were il n'y aurait pas eu d'Ukraine si nous avions continué sur la voie que nous suivions. Il n'y aurait pas eu d'Ukraine. Je me souviens des conversations que nous avons eues avec les Russes, essentiellement à propos des armes nucléaires et du fait que l'Ukraine renonçait à ses armes nucléaires, comme l'ont fait d'autres RSS. Et au cours de ces discussions, nous avons parlé de l'identité de sécurité européenne et de la manière dont elle pourrait se fondre avec l'idée russe, et comment nous pourrions intégrer la Russie pour la première fois dans un véritable dispositif de sécurité efficace dans la zone continentale où elle se trouvait, appelée l'Europe. Je veux dire, des monts Oural jusqu'à l'ouest en tout cas, c'est l'Europe, et cela en faisait une grande partie. Bush s'en est un peu écarté lorsqu'il a entendu. Je ne sais plus si c'était Kohl, Mitterrand ou quelqu'un d'autre. I don't know if it was Kohl or Mitterrand or someone. I remember one of the foreign ministers. Je me souviens qu'un des ministres des Affaires étrangères d'un pays européen avait une idée différente sur le rythme auquel la Russie pourrait rejoindre l'ensemble. D'abord, l'organisation politique en tant qu'observateur, puis comme membre, et ensuite l'organisation militaire, peut-être dans le même ordre. Ainsi, la Russie deviendrait en fait partie de l'OTAN. Mais nous avions, vous savez, une sorte de problème d'emboîtement des dominos. Comment séparer l'OTAN de l'ESI de l'OTAN, tout en intégrant la Russie? Faut-il faire entrer la Russie dans l'ESI ou dans l'OTAN? Et je ne pense pas que nous, à vrai dire, je ne pense pas que nous ayons jamais résolu ce débat. Je crois que nous avons manqué de courage. Nous allions laisser cela aux Européens. We were chicken. We were going to leave it up to the Europeans. Eh bien, c'est le bon moment pour repenser certaines décisions des années 1990, alors que l'ordre mondial d'après-guerre froide s'effondre, surtout pour les Européens, car il y avait des voies que nous aurions pu emprunter. Je pense que les Européens ont payé un lourd tribut, parce que nous voulions nous assurer que les États-Unis aient une présence massive en Europe, afin de maintenir le continent plus stable et de jouer un rôle de pacificateur. Le prix à payer pour la présence américaine sur le continent a essentiellement été la préservation d'une grande partie de l'infrastructure de la guerre froide, donc l'OTAN, ce qui a malheureusement conduit à faire de la Russie un ennemi. Mais comme les États-Unis souhaitent désormais se retirer d'Europe, il semble que nous puissions rouvrir certaines des anciennes options que nous avions. Look at how fast we went down, though. I mean, we really Regarde à quelle vitesse nous avons diminué pourtant. Je veux dire, nous avons vraiment réduit très vite. À un moment, je me souviens d'une réunion avec Powell et il m'a dit « Devrait-on arrêter cela? Devrait-on ralentir un peu? » Parce que nous réduisions les forces en Europe assez rapidement. Puis bien sûr, nous sommes partis et la situation est devenue telle que, non, nous ne voulions pas reconstituer les forces. Ce que nous voulions faire, c'était conserver des endroits comme Ramstein
qui sont absolument essentiels pour des opérations comme la lutte contre la Chine et dans d'autres régions du monde, comme l'Iran, et le problème de l'Asie du Sud-Ouest dans son ensemble, le Levant, devrais-je dire. Et donc nous avons envisagé les opérations hors zone comme un moyen de maintenir l'alliance viable. Les Balkans étaient un vrai chaos quand Powell est allé voir Bush pour lui dire qu'il faudrait un demi-million d'hommes, 10 ans et beaucoup de pertes pour vraiment stabiliser la région. Bush a répondu « Je ne veux rien avoir à faire avec ça ». On m'a accusé de ne pas prêter attention aux Balkans. Alors, qu'est-ce que Clinton fait en arrivant? Il va là-bas et bombarde la Serbie pendant 78 jours, rendant la Russie encore plus furieuse. On ne pourrait pas inventer ça. C'était une telle divergence par rapport à la conception initiale. Et je ne dis pas une seconde que tout ce que nous voulions faire aurait pu être accompli si on nous avait simplement laissés tranquilles. Parce qu'il y aurait quand même eu les Européens, et il y aurait quand même eu des gens accédant à des postes de direction en Europe qui n'étaient pas imprégnés de l'esprit d'autrefois. Vous auriez quand même eu la querelle habituelle de pays comme la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. On ne peut pas dire que le monde aurait été meilleur, sauf à dire que l'approche en elle-même, une approche que je résumerai en un mot, était la loi, le droit international, le droit interne des nations, et le respect de ce droit autant que les humains peuvent y parvenir. Et tout ce que nous faisions devait être configuré sur la base de ce droit, très important sur la base du droit international. Le tribunal devait avoir de bonnes assises, il devait recevoir plus que Samuel Taylor venu d'Afrique pour l'assimiler. Il fallait lui donner quelqu'un qui, vous savez, n'était ni noir, ni africain. Toutes sortes de discussions ont eu lieu sur la manière dont nous pourrions faire du droit un élément plus central des affaires mondiales et plus ou moins transposer ce que nous avions dit. Si les hommes n'étaient pas des anges, il n'y aurait ni loi ni gouvernement à l'échelle mondiale, afin de prévenir des événements comme ceux qui sont survenus plus tard, au Rwanda et au Soudan. Nous avons eu beaucoup de conversations lorsqu'il est devenu secrétaire d'État aussi, en repensant au passé et en disant « Bon sang, j'aimerais qu'on ait fait ça ». Surtout lorsque nous travaillions sur le Soudan pour déclarer qu'il y avait génocide dans le Sud. Et nous l'avons effectivement déclaré. Nous avons obtenu la signature de Bush. Et qu'est-ce que ça a changé? Rien. Donc on peut avoir la loi de son côté et ne pas accomplir grand-chose. Mais c'est tout de même mieux de l'avoir de son côté, je pense.